À notre émission de la semaine, nous mettons le cap sur les prochaines élections américaines. Comme vous le savez, ça chauffe terriblement. Il y a beaucoup de questions à se poser. Eh bien, pour ça, madame, monsieur, nous recevons madame Hernandez. Madame Hernandez, qui est spécialiste en intelligence artificielle, qui est déjà venue à l'émission ici à quelques reprises. Nous allons échanger avec cette dame concernant les prochaines élections américaines, voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer, en fait, quel est son point de vue par rapport à toute cette question, puisque le monde entier, en fait, s'interroge. En deuxième partie de l'émission, madame, messieurs, nous recevons un artiste montréalais qui est originaire du Bénin. C'est un monsieur qui a vécu à Ottawa pendant quelques années, qui a fait ses études là-bas et qui a débarqué à Montréal depuis lors. Je vous dis, il fait tabac comme pas possible. Nous sommes allés le voir dernièrement et croyez-le ou non, c'était absolument extraordinaire. Plus d'une centaine de personnes, ça s'est passé à Montréal. Voilà donc le contenu de cette émission. Madame, monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes de bonne humeur, que ça va très bien chez vous. Bougez pas, ça va causer après ces messages publicitaires. Donald Trump, désormais l'élu miraculé au sein de son parti, le Parti républicain, pour diriger les Américains au nom de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Notre point de vue sur la question. L'homme politique et homme d'affaires, ancien président américain, accueilli en héros miraculé de Dieu le Tout-Puissant lors du dernier congrès, donc à l'investiture du candidat républicain. Oh mamma mia, que dire? Que dire? Je préfère ne pas démarrer mon point de vue par des analyses rationnelles. Je préfère vous exprimer simplement, sans analyse rationnelle, et rechercher en fait mon humble opinion selon mes connaissances et ma compréhension de la politique américaine, bien sûr. Que vois-je? En observant objectivement la scène politique américaine, le monde entier assiste actuellement à un combat entre deux camps, soit la droite, représentée évidemment par le parti républicain américain, et aussi, en fait, où l'on assiste aussi, il y a des radicaux quelque part qui priment au sein de ce parti, c'est ce que j'ai cru constater. Il y a la clique, par exemple, de la famille Bush, plus modérée et mise à l'écart au profit des radicaux, sous le leadership, bien sûr, d'un Donald Trump, ancien donateur, soulignons-le, du parti républicain. Et quel est l'objectif ultime de Donald Trump, d'après vous? Ne pas être poursuivi par la justice américaine et se retrouver en prison pour une longue période de sa vie face aux graves accusations qui pèsent actuellement contre lui. En clair, sa liberté et ses affaires, sa vie de roi des États-Unis sont en danger à tous les niveaux. Il a donc tout à perdre ou bien tout à gagner. Lorsque nous observons le camp démocrate américain, nous l'avions déjà mentionné après avoir suivi en direct à la télévision américaine, bien sûr, le débat que notre cher grand-papa Biden devait céder gentiment sa place à un autre candidat plus crédible, ce qu'il a d'ailleurs fait dernièrement. J'avais mentionné le nom de madame Michelle Obama. Et j'ai été traité de fou et d'ignorant, bien sûr. Je faisais allusion ici à un cas de force majeure, dans le cadre d'une grande guerre qui se livre dans la politique américaine entre deux camps, où le meilleur candidat est absolument nécessaire pour gagner les élections présidentielles. Et je voyais donc Madame Michelle Obama comme candidate, femme noire, expérimentée et très solide, face à un Donald qui est un animateur de télévision, ça je dois le préciser, marqué par les techniques hollywoodiennes du cinéma, où le bluff constitue de plus en plus de nos jours une spécialité de la manipulation. Et voilà, paf, un fou débarque, un jeune solitaire, paraît-il, qui décide de tirer sur le candidat de la droite américaine, Donald Trump. Catastrophe! Ça nous ramène à l'époque de la famille Kennedy, rappelez-vous, riche famille, populaire, puissante de père en fils, assassinée mystérieusement. Le peuple s'effondre dans une grande tristesse partout aux États-Unis et dans le monde entier. Certains, par ailleurs, s'interrogent lourdement sur les conséquences directes de ce drame en politique américaine en 2024. Donald Trump vient, sans le vouloir, de s'attribuer une victoire certaine, selon nous bien sûr, aux prochaines élections présidentielles américaines. La pitié du peuple américain face à cet homme désormais perçu comme étant pratiquement devenu, aux yeux de certains ignorants
et fanatique, aveugle bien sûr, l'élu miraculeux de Dieu le Tout-Puissant pour conduire les États-Unis vers la grandeur du riche passé américain datant de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qui semble incroyable lorsqu'on observe bien la gauche américaine totalement bloquée par Joe Biden qui finalement a décidé de céder. On ne sait pas ce qui va se passer, on va suivre, mais quant à nous, aujourd'hui, nous recevons une dame avec laquelle on va échanger justement sur cette question. Une question qui, en fait, à notre avis, est tout à fait pertinente. Cette dame vit ici à Montréal, elle a une maîtrise en intelligence artificielle et donc, on la reçoit à l'émission aujourd'hui. Alors, bonjour Madame Hernandez, bienvenue à notre magazine de télévision. Bonjour, Monsieur Henry. J'espère que vous allez très bien, on est en forme, on est de bonne humeur. Vous êtes toute ravissante, en noir, superbe. On parle des élections américaines aujourd'hui. Un sujet quand même assez pertinent. Il est très rare qu'on parle ce genre de sujet dans nos émissions, puisqu'on préfère laisser ça aux autres chaînes. Mais quand même, on s'est dit, bah, écoutez, les ethnies sont quand même concernées. Nous sommes concernés. Et on voudrait connaître un petit peu le point de vue des membres, justement, des communautés qui vivent ici. Comment est-ce qu'ils perçoivent les prochaines élections américaines? Votre point de vue? Nous sommes très concernés. Parce que vous voyez, Trump, la première élection qu'il s'est présenté candidat à la présidence, il attaquait les Mexicains, il nous traitait de délinquants, il nous traitait de voleurs. Mais oui, mais il ne voulait pas qu'il y ait des immigrants qui traversent. Il ne voulait pas des Mexicains qui traversaient autres la frontière. Il ne voulait pas d'illégaux, on va dire ça comme ça. Mais il s'attaquait par les mêmes faits à toute la communauté mexicaine. Oui. Et en s'attaquant à toute la communauté mexicaine, c'est toute la communauté latino-américaine qui réagissait. S'est sentie concernée. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, moi, j'étais choquée, mais mon énervement était plus par rapport au président qu'on avait dans le temps au Mexique, qui ne réagissait pas, qui ne rappelait pas à l'ordre. Mais une fois que Andrés López Obrador est rentré, qu'il a tenu la première réunion avec Donald Trump. Après ça, vous pouvez vérifier. D'accord. Dans les nouvelles, dans l'historique, il s'est calmé, il n'a plus attaqué la communauté mexicaine. Okay, et je pense jusqu'à aujourd'hui. Mais si on regarde les choses telles qu'elles se passent aujourd'hui, comme telles, j'ai affirmé dans mon introduction que nous avons affaire à une droite américaine qui semble radicale. J'avais même dit dans mon introduction, ce n'est plus la clique à Bush père, Bush fils, qui semblait être une droite modérée. C'est une autre droite qui est là, qui est plus radicale, qui est plus extrémiste, qui est basée sur des positions totalement très arrêtées. En fait, nous avons cette impression un petit peu de vivre le même scénario que les Français ont vécu lors des dernières élections législatives, où les Français avaient très peur de la montée de l'extrême droite au pouvoir. Et là, ça s'est calmé, tout le monde s'était réuni. Mais aux États-Unis, ce que l'on a constaté, c'était comme un silence, calme plat au sein de la gauche comme tel. Biden est fatigué, tout le monde le sait, il est vieux. Mais là, on se demandait, Biden se maintenait encore parce qu'il se pensait capable. Mais de l'autre côté, la population, les intellectuels comme tels, personne ne réagissait. Il y a eu peut-être un grand acteur, un grand cinéaste qui a osé le dire. Mais c'est comme si la population est gelée, un peu gelée. Et là, subitement, Kamala Harris, paf, elle a fini par émerger parce que Joe Biden avait dit que c'était lui. Mais il y a quand même des journalistes qui s'interrogent, qui se disent, oui, d'accord, vous allez nommer cette femme-là. Ça nous rappelle le scénario avec Mme Clinton que tout le monde avait nommé parce qu'on était sûr qu'elle allait gagner et voilà, elle a perdu. Et là, on répète pratiquement le même scénario, on ne donne pas des chances aux autres candidats, tels que Mme Obama, qui a fini par se ranger son mari et elle. Quel est votre point de vue là-dessus? Moi, je pense que quand on saute les règles élémentaires de la démocratie, à mon avis, ça n'augure rien de bon. Parce que le fait que quelqu'un ait validé dans une élection primaire, ça veut dire qu'il a fait campagne, qu'il a vu les gens, qu'il a parlé aux gens, qu'il a pu prendre les pouls de la population. Mais quand on arrive directement comme ça, par une autoroute, sans passer par les banlieues, les petits villages et tout ça,
je trouve qu'on va manquer de perspectives. Il y aura bientôt, comment dirais-je, il y aura bientôt un genre, en fait, rassemblement de la gauche, des démocrates bientôt, quand même, puisqu'il y a quand même, je pense, 1 ou 2 candidats qui vont quand même se présenter. Mais tout le monde sait, on est pratiquement convaincu que ce sera Mme Kamala Harris qui va être le prochain choix et qui va devoir débattre contre un Donald Trump bien blindé, très bien protégé et qui, en plus, a un élément très très fort. Il a failli se faire assassiner. Il est perçu aujourd'hui comme un dieu, comme, je dirais pratiquement, Jésus-Christ de Nazareth ou Jésus-Christ des États-Unis qui arrive. Certains l'appellent quasiment Saint Donald. Oui, par ses partisans, ça a renforcé leurs convictions. Mais je pense que ceux qui ne l'aimaient pas, ils ne vont pas l'aimer parce qu'il a fallu se faire Donc, assassiner. d'après vous, ça ne changera pas grand-chose finalement, c'est ça? Ça ne changerait pas grand-chose sur ceux qui sont démocrates. Oui. Sur ceux qui étaient, je veux dire, sous la clôture et qui ne savaient pas trop où aller. Non, mais ça peut être, parfois, un petit 1%, ça peut faire la victoire. Dites-moi, selon vous, en tant que femme et venant d'un pays d'Amérique latine comme tel, qui voyez-vous aux prochaines élections comme président ou présidente? Est-ce que d'après vous, je pose la question, pensez-vous sincèrement que Mme Harris sera élue? Le fait qu'elle a moins de popularité que, par exemple, Michelle Obama. Moi, si c'était Michelle Obama, je n'aurais pas hésité à dire oui, elle sera élue. Mais Mme Harris a un bilan à défendre. Et son bilan comme vice-présidente, on dit que ce n'est pas bon, qu'elle ne s'est pas fait remarquer, qu'elle n'a pas fait briller son poste de vice-présidente. Et moi, personnellement, j'avais vu quelques discours de Mme Harris, des discours complètement décousus, incohérents. Bon, j'imagine qu'aujourd'hui, elle va être prise en charge avec une équipe de communication et tout. Mais ces discours incohérents restent dans les archives. Est-ce que Donald Trump va les utiliser? Donc, croyez-vous que... Je pense qu'elle est vulnérable. Croyez-vous que la gauche américaine, que le Parti démocrate, justement, a fait une erreur en poussant trop rapidement Mme Harris, au lieu d'attendre qu'il y ait un congrès où plusieurs candidats pourraient se présenter? Je veux dire ici la publicité qui a été faite autour de la nomination de Mme Harris comme le remplaçant de M. Biden. Est-ce que ça n'a pas joué, ça, pour finalement la maintenir comme telle? Est-ce que cette décision ne risque pas de nuire justement à ce parti, selon vous? Mais à partir du moment où le président des États-Unis, qui a à la fois les candidats officiels, cède sa candidature en faveur de sa vice-présidente, vous voyez que le poids, il est lourd. Oui. Donc, contrecarrer ça, ce n'est pas évident. Et je pense qu'on est très tard dans la campagne. On n'a plus de temps. Et l'erreur n'a pas été de céder le pouvoir à Mme Harris de cette façon. L'erreur vient bien avant. L'erreur a été de ne pas se parler sincèrement en coulisses et dire est-ce qu'on va faire vraiment une vraie campagne, une vraie course. Tout le monde avait des doutes. Moi, je suis sûre que pour ça, les débats anticipés avec Donald Trump, c'était un test calculé par les démocrates. Et le test, il a échoué. Voilà. Un test auquel il a échoué. Lorsque je vous entends, Mme Hernandez, parler ainsi, ça veut dire qu'il y a quand même des discussions qui se font. Vous avez l'expérience, vous militez depuis de très nombreuses années au sein du Parti libéral du Canada, vous travaillez très fort, vous connaissez très très bien le système, comment est-ce que le système des partis fonctionne. Tout le monde se posait cette question, mais est-ce qu'ils se parlent entre eux au sein du Parti démocrate? Est-ce qu'ont-ils le courage de dire ouvertement au patron que patron, ça ne va plus là, que tu es fatigué là, et tout ça, laisse tomber? Tout le monde attendait que ça vienne de lui-même. Et tout le monde avait ce respect-là pour dire, mais c'est lui qui décidera. C'est lui qui décidera. On ne voulait pas l'affaiblir. On ne voulait pas l'affaiblir parce qu'on voyait déjà qu'il y avait une faiblesse. On ne voulait pas rien ajouter parce qu'on se disait que c'est lui notre homme, c'est lui notre candidat. Et
on se range tous derrière lui et on ne va pas le critiquer pour ne pas l'affaiblir. Est-ce que la même chose se fait actuellement au sein du Parti libéral du Canada? Moi, je pense que ce n'est pas la même situation du tout. Non? Non. Non, je ne peux pas comparer les deux situations. Je n'entrerai pas sur la question du Parti libéral du Canada. Je vais rester avec les élections américaines. En tant qu'Africain, je m'interroge, je me pose de nombreuses questions. Je me suis dit, tiens, mais on nous parle du système démocratique. On nous parle d'un système démocratique. Ce sont les Occidentaux qui ont créé ce qu'on a appelé la démocratie. Pouvoir au peuple. Et c'est ce système-là qu'on leur a imposé quelque part aux pays du tiers-monde. Un peu partout dans le monde, normalement, il y a des parlements. Nous fonctionnons avec un système que l'on suppose démocratique. Ça veut dire que n'importe qui, tout le monde peut se présenter à partir du moment où tu réponds aux critères, où tu n'as pas de casier judiciaire, enfin bref. Là aussi, c'est discutable. Mais aujourd'hui, nous constatons que la plus grande puissance hégémonique du monde, il y a un candidat qui se présente là et qui a des problèmes juridiques comme tel, qui a des problèmes juridiques. Mais malgré cela, quand même, ça ne l'empêche pas de faire de la politique, de se présenter, de présenter son programme devant le public. Pour nous, pour moi, qui viens des pays du tiers-monde, où l'on a toujours vu des régimes dictatoriaux qui existaient et tout, et tout, et tout, et maintenant on commence à avoir des changements tranquillement qui se font, on va vers une certaine démocratie. Quand on regarde, quand on observe ce qui se passe aux États-Unis, on se dit, mais est-ce que doit-on encore croire au système démocratique? Doit-on encore reprocher aux Chinois leur système? Doit-on encore reprocher à la Russie son système? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Doit-on reprocher à Maduro au Venezuela de vouloir se maintenir au pouvoir? À Maduro de vouloir se maintenir au pouvoir si ce qu'on prétend qu'il a triché et que l'élection n'a pas été faite de façon démocratique, oui, il est redevable. Mais d'accord, mais on utilise l'expression démocratie n'importe comment finalement. Parce que quelque part, c'est comme si on nous dit, écoutez, la démocratie elle existe, mais elle n'existe pratiquement pas. Non, la démocratie existe de façon naturelle, on vote, il y a un rapport de force et puis il y a un processus. Et si on respecte le processus et si on respecte les règles, on parle de démocratie. Mais quand on ne respecte pas les règles, c'est là qu'on commence à parler de manque de démocratie. Mais justement, quand on observe ce qui se passe maintenant, aux États-Unis par exemple, qu'est-ce que vous dites de cela, vous? Parce que, oui, par rapport aux États-Unis, c'est leur loi et c'est leur système qui n'est pas comme le nôtre. Si il y a des failles dans le système. Oui. Il y a des failles. Oui. Or, il y a une chose. Si la loi le permet, donc c'est démocratique. C'est la puissance hégémonique du monde. Ça veut dire c'est la plus grande puissance, entre guillemets. Normalement, c'est la plus grande puissance. Ils sont censés, en plus, on parle d'un pays où on parle de démocratie, on parle de liberté. Liberté, on donne l'exemple au monde. Ce que nous constatons, c'est l'argent qui mène. C'est l'argent. Tu as l'argent et tu joues avec le système. Carrément. Oui, depuis longtemps, c'est ça qu'il y a derrière la politique aussi. Oui, d'accord, mais c'est facile de pouvoir le dire. Mais pour nous, le grand public, on nous dit, oui, mais c'est la démocratie, c'est la justice. Est-ce que c'est la justice réellement ou est-ce qu'on rit de nous? Mais vous voyez, on n'a pas eu accès à la preuve sur laquelle on critique, on condamne Donald Trump. Nous, on a juste vu des extraits des journalistes à la télévision. Oui. Donc, on se fait une idée par rapport à ce que les journalistes nous racontent. Et des journalistes très compétents, par exemple, comme Joyce Napier de Radio-Canada. Joyce Napier, oui. Et c'est une grande dame, très expérimentée, c'est vrai. Donc, des analystes très, très chevronnés de que Radio-Canada fait appel. Cependant, ce que je reproche à tous les médias confondus, c'est qu'on voit seulement un côté de la nouvelle. Parce que c'est bon de critiquer Trump et c'est bon de critiquer qu'il est un délinquant, c'est bon de critiquer tout ce qu'il a comme défaut. Et c'est un provocateur. Il nous manipule, il manipule les médias, il manipule les médias sociaux. Mais en arrière de ça, pourquoi on ne va pas voir les partisans de Donald Trump pour dire, en fait, nous, on est choqués par ça, par ça, par ça. Mais vous, pourquoi vous l'appuyez?
est-ce que les gens qui critiquent, en général, j'ai beaucoup d'amis qui aiment la politique et qui sont bien informés, est-ce qu'ils sont allés voir la plateforme électorale de Donald Trump? Moi, j'étais là voir. Et je ne veux pas parler de la plateforme parce que je ne suis pas là pour faire la promotion de Donald Trump. Mais je voudrais semer un petit grain de curiosité au sein de la population, de la jeunesse, de ne pas rester au niveau des premières nouvelles que les journalistes nous donnent. D'accord. Moi, je retiens que vous êtes allé sur place, vous êtes allé voir. Qu'avez-vous vu? Qu'avez-vous constaté? Par exemple, il promet la paix. Oui. Est-ce que va-t-il le faire? Les hommes politiques promettent toujours. Moi, je le crois parce qu'il avait retiré tous les soldats d'Afghanistan. Et pendant la période de son mandat, il n'a pas fait de nouvelles guerres. Moi, je le crois. Ok. Et donc, vous croyez qu'il va emmener la paix, mais comment? Que va-t-il négocier? Nous ne savons pas. On ne sait pas qu'est-ce qu'il va négocier, mais c'est sûr qu'il a beaucoup de poids qu'il peut exercer s'il est élu président. C'est sûr que est-ce que ça sera du bon côté de la paix ou est-ce que ça sera une paix boiteuse qui ne serait pas équitable pour les Palestiniens, par exemple? On ne le sait pas. D'accord. Alors, comment expliquer la crainte de l'Union européenne? Vous suivez l'Union européenne comme telle? Il y a eu des dernières élections dernièrement. Madame l'Allemande a été réélue comme présidente de l'Union européenne, mais l'Union européenne a peur. On craint. Donald Trump, lors de son dernier mandat, avait expressément et clairement expliqué que l'OTAN, d'accord, on était après la Deuxième Guerre mondiale, on a aidé, on ne peut pas vous aider tout le temps. Vous êtes des adultes, démerdez-vous. Parce qu'ils ont vécu derrière l'OTAN comme tel, l'OTAN. Et le Canada vivait avec l'OTAN et le NORAD aussi. Bon, d'accord, on est voisins. Mais l'Europe, il a dit non, on ne peut pas toujours payer pour vous. Alors certains s'interrogent. On se pose la question, est-ce que l'Europe pourra tenir le coup face à la puissance hégémonique soviétique qui est là, et qui est très forte d'ailleurs, et qui s'est armée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui a continué son programme d'armement? Mais moi, je pense que l'Europe pourra toujours se tenir debout. C'est les vieux continents. À l'époque, c'était le centre du monde. Oui, ils ont beaucoup d'expérience. Ils savent vivre dans l'opulence, ils savent vivre aussi de façon très ordinaire. Oui, très simple. Donc, ils sont passés par beaucoup d'épreuves. Je pense que l'Europe, elle est forte. Et je ne vois pas qu'il y a un danger pour l'Europe. Donc, surtout avec l'OTAN. Avec l'arrivée de M. Trump, s'il parvient à gagner, puisque ce n'est pas encore convaincu, il y a Madame qui arrive avec force et qui va nous prouver qu'elle est capable aussi, mais bon, on se pose plusieurs questions. Donc, selon vous, il n'y aura pas de guerre, parce que plusieurs se posent des questions, ils disent, ben voilà, si Trump laisse tomber ou finance moins l'OTAN, ben, l'Europe devient faible, donc forcément Trump pourra attaquer, envahir d'autres pays d'Europe comme tel. Donc les gens ont très très peur. Et même on a constaté aussi une forte vague d'émigration vers l'Amérique du Nord comme tel. De nombreux Européens quittent l'Europe comme telle pour venir s'installer ici dans des pays tels que le Canada où il y a en fait la paix. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Moi je pense que les États-Unis ne laisseront jamais tomber l'Europe. Pourquoi donc? Et pourquoi donc? Parce que c'est une alliance très solide, très ancienne. Et regardez, chaque fois que les États-Unis soutiennent l'Europe, les États-Unis gagnent. Vous avez vu le prix du pétrole, à quel prix ils ont vendu le pétrole grâce à la guerre en Russie. Donc les États-Unis ne sont pas du tout perdants. Et les États-Unis ne vont jamais aller contre ses propres intérêts. Et ils sont gagnants sur toute la ligne. Et pour eux, les conflits, du point de vue commercial, c'est payant pour eux. Donc je ne vois pas jamais les États-Unis laisser tomber l'Europe. Il y a un grand réalisateur québécois qui avait fait un film, il y a de cela quelques années, parce que si vous étiez déjà ici au Canada, Le déclin de l'Empire américain, où il n'a pas nécessairement mis l'accent sur les côtés politiques, j'ai beaucoup plus vu l'aspect plus sensuel, sexuel. Moi, plutôt, je m'attendais à voir un film où on nous mettait vraiment l'accent sur des analyses, en fait, ce qui se passait aux États-Unis comme tel. Mais bon, quand même, le titre,
le déclin de l'Empire américain. Certains observateurs qui regardent ça de près disent, mais tiens, le système comme tel, il est faible comme tel. Il y a beaucoup de bluff dans le système américain. On vous présente quelque chose qui semble très gros, mais au fond, il n'y a rien parce qu'on veut chercher quelque chose chez vous. Est-ce que, voyez-vous, selon vous, avec la montée de la Chine, avec la montée de la Russie quand même, qui se crée des alliances un peu partout dans le monde comme tel, qui devait le faire d'ailleurs depuis la fin de la Deuxième Guerre, mais qui avait mis l'accent sur l'Europe de l'Est comme tel. Le reste du monde, on y allait à peine. Avec Castro, on a fait quelques pas, Che Guevara, quelques pas, des pays d'Amérique latine. Et si vous le savez comme moi, l'Amérique gagnait toujours dans cette partie-là, en dehors de Castro comme tel. Aujourd'hui, nous avons constaté que ça change. Ils vont vers l'Afrique, d'autres pays, la Chine, la Corée du Nord comme tel. Votre point de vue, si on regarde le monde dans le futur, est-ce qu'on peut parler ici de paix réelle ou vraiment de division carrément du monde en deux blocs, idéologiquement et économiquement distincts? Moi, je vois se dessiner une grande division du monde entre les blocs de l'Est et l'Ouest. De la Russie, l'Irak, bon, tout, BRIC, ça s'appelle, non? BRIC. Oui, BRIC, oui. Et l'OTAN, on va dire ça de façon très simple, comme ça. Je vois aussi qu'il y a un côté commercial à ça aussi. Il y a tous les efforts que la Chine a fait pour la nouvelle route de la soie. On voit qu'on contourne beaucoup de ceux qui étaient une dépendance avec l'Occident. Donc, ils essayent de s'en sortir dans tous les scénarios, de ne pas dépendre trop de l'Occident. Et je trouve que c'est normal. Si on était de l'autre côté du monde, on chercherait aussi à ne pas être dépendant de quelqu'un qui parfois nous fait la guerre. Oui. Donc vous voyez le monde un monde paisible, quoi. Donc le futur s'annonce pacifique malgré les craintes dont nous avons. Oui, j'espère que le monde, on ne connaîtra pas. Ah, ça c'est un autre point que j'ai lu dans la plateforme de M. Trump. Il promet qu'il n'y aura pas une nouvelle guerre mondiale. Il se porte garant de la paix dans le monde. À quel prix? Et en fait, vous le croyez? Le croyez-vous? Non, je dis qu'il est sur la plateforme. C'est ça que je dis. Je veux dire qu'il y a des éléments sur lesquels les gens peuvent s'accrocher, croire en lui et voter pour lui. C'est ça que je dis. Alors, j'invite les gens qui sont anti-Trump, les gens qui ont peur de Trump, d'aller voir sa plateforme pour, au moins, pas pour changer d'avis, mais pour comprendre pourquoi des gens l'appuient. Bien, je dois vous dire déjà merci. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission.